L'histoire d'aujourd'hui se passe à Tokyo, l'une des villes les plus sûres au monde. Un endroit où le crime violent n'est pas seulement rare, il paraît impensable. Et pourtant, en mars 2007, une jeune Britannique de 22 ans, Lindsay Ann Hawker, s'évanouit dans la ville comme si elle avait été engloutie par l'ombre même de cette grande métropole. Quelques heures plus tard, la découverte de son corps brise l'illusion d'une ville complètement sécurisée. Ce qui va suivre va déclencher l'une des chasses à l'homme les plus fascinantes et les plus médiatisées de l'histoire récente du Japon. Une traque de plus de 2 ans menée contre un homme qui semble presque invisible et que les médias vont surnommer le fantôme de Tokyo. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de cette année 2026, donc je vous envoie évidemment mes meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je voudrais vous demander pardon déjà pour les 2 yeux rouges que vous aurez durant cette vidéo. Je vais essayer de limiter la casse, donc vous aurez pas mal d'images, d'illustrations, un peu comme d'habitude, mais peut-être un petit peu plus que d'habitude pour essayer de masquer tout ça, puisque j'ai eu la bonne idée de choper la conjonctivite de ma fille. Voilà, faites des enfants, c'est parti. Lindsay Hawker, c'est une jeune Anglaise née le 30 décembre 1984. Elle est originaire de Coventry, précisément. Ses parents se nomment Bill et Julia et elle a 2 sœurs, Louise et Lisa. C'est une jeune femme brillante, intéressée par tout et qui adore l'aventure. Elle étudie la biologie à l'université de Leeds, où elle a obtenu un diplôme avec mention « Très bien » en 2006. Côté cœur, elle partage sa vie avec Ryan depuis maintenant 4 ans. Bien qu'elle souhaite continuer en master, elle décide à l'âge de 22 ans de faire une pause et de partir, comme le font de plus en plus de jeunes d'ailleurs, de plus en plus de jeunes étudiants, 1 an dans un pays étranger. Elle hésite. Elle hésite entre la Nouvelle-Zélande, qui la tente, et le Japon. Mais finalement, elle va choisir le Japon pour sa réputation de pays très sûr pour les femmes seules, c'est ce qu'elle a trouvé en tout cas sur Internet. Nous sommes alors en octobre 2006. Elle laisse sa famille, ses amis et son petit ami pour vivre son rêve d'aventure. Elle s'envole pour le Japon et là-bas, elle va devenir prof d'anglais pour les petits japonais. Arrivée sur place, elle trouve donc assez facilement un emploi dans une école de langue appelée Nova, située dans la périphérie de Tokyo, et vit en colocation dans un petit appartement avec 2 autres enseignantes étrangères, elles aussi. C'est un appartement qui est situé au centre de la ville de Tokyo. Elle s'entend très bien avec ses colocataires. Elles ont le même rythme, les mêmes envies. Des fois, elles sortent ensemble. Bref, ça roule. Elle s'adapte en plus de ça assez rapidement à la vie japonaise. Ses élèves l'adorent. Elle commence même à apprendre les arts martiaux. Elle échange beaucoup avec ses proches, qui sont à distance évidemment, avec son petit ami, pour leur raconter ce qu'elle vit. C'est vrai qu'elle est loin d'eux, mais ça vaut le coup de vivre cette année de transition. Tout va pour le mieux pour Lindsay. Mais en mars 2007, quelque chose d'étrange va se produire. Le mardi 20 mars 2007, Lindsay va rencontrer un jeune japonais à la sortie de sa station de métro, juste avant de rentrer chez elle. Il s'appelle Tatsuya Ishihashi, il a 28 ans, fils de parents médecins, donc plutôt fortuné. Il étudie l'art des jardins. Le jeune homme aborde facilement Lindsay. Il l'aborde en prétendant qu'elle est sa prof d'anglais, parce que c'est vrai que Lindsay donne des cours à de jeunes enfants pour leur apprendre l'anglais, mais aussi elle donne beaucoup de cours à l'université. Lindsay est assez surprise. Elle est surprise parce qu'elle connaît bien ses élèves. Elle lui répond que non, tu n'es pas l'un de mes élèves. Alors, elle le salue poliment, elle prend son vélo pour rentrer chez elle. Mais Tatsuya Ishihashi poursuit le vélo en courant. Il continue alors qu'elle est en train de pédaler et il lui pose des questions. D'où viens-tu ? Quel âge as-tu ? Pourquoi t'as décidé de venir à Tokyo ? Jusqu'à arriver chez Lindsay. En arrivant chez elle,
Lindsay est bien obligée de s'arrêter. Tatsuya Ishihashi, tout essoufflé, parce qu'il vient de courir quand même, la supplie de lui donner un verre d'eau et il s'excuse pour son comportement. Je suis désolé de t'avoir suivi, mais voilà, ça m'a intrigué, t'es ma prof d'anglais, j'avais des questions à te poser. Prise de pitié, Lindsay va le faire rentrer chez elle. Elle sait que ses deux colocataires sont là, donc elle ne prend pas forcément de risques, elle se sent protégée. Une fois à l'intérieur, Tatsuya va dessiner un dessin. C'est elle sur le dessin. Et il va le signer avec son nom et va laisser aussi son numéro de téléphone et son adresse mail. Mais Tatsuya ne va pas s'arrêter là, il va lui faire une demande un peu particulière, il va lui demander de lui donner un cours d'anglais. Et contre toute attente, Lindsay accepte cette demande. Le rendez-vous est fixé 4 jours plus tard dans un café de la ville. Lindsay va même appeler son petit copain, Ryan, souvenez-vous, qui est lui à Leeds, pour lui raconter ce qui semble pour elle une simple anecdote assez marrante, mais Ryan n'est pas vraiment rassuré par tout ça. Le samedi 24 mars 2007 à 9h, Lindsay doit donc rejoindre Tatsuya dans un café pour leur fameux cours d'anglais. Elle rassure ses colocataires avant de partir, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, je reviens assez vite. Ce sont les dernières paroles de Lindsay parce que vous l'avez compris, elle ne reviendra jamais. Les heures passent, aucune trace de la jeune femme, son téléphone ne répond plus, sa famille et Ryan n'ont pas de nouvelles non plus. Ce silence n'a rien de normal. Les colocataires, elles aussi, commencent à paniquer, elles préviennent la police, mais le message à Tokyo n'est pas pris au sérieux par les policiers. Lindsay reviendra, elle est majeure, très certainement, elle a décidé de poursuivre son rendez-vous avec ce jeune homme, c'est tout. Le lendemain, le lundi 26 mars, quand c'est l'école qui alerte la police parce que Lindsay ne s'est pas présentée pour donner ses cours, les enquêteurs décident de se pencher sur l'affaire et les colocataires vont donner un nom aux policiers, celui de Tatsuya Ishihashi. Ils se rendent compte, écoutez bien, que l'homme est connu des services de police parce qu'il y a quelques années, il avait tenté de voler une vieille dame dans la rue. C'est un jeune homme qui ne travaille pas, qui vit d'une rente de ses parents. Ses parents sont médecins. Les parents avaient d'ailleurs étouffé l'affaire du fameux vol en payant la vieille dame pour qu'elle ne porte pas plainte contre leur fils. C'est un jeune homme solitaire, ce Tatsuya. Et élément qui sera important pour la suite, c'est un sportif. Il s'entraîne à la salle sur des tapis de course. Tous les jours, il court 25 kilomètres. On comprend mieux comment il a réussi à suivre Lindsay en vélo. De plus, il est ceinture noire d'arts martiaux. 2 officiers de police sont donc envoyés chez le jeune homme à l'adresse qu'ils ont dans leur base de données. Ils arrivent à l'appartement de ce Tatsuya Ishihashi à 17h40. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de mandat pour rentrer, ni d'ailleurs pour frapper à la porte, puisque faut savoir qu'au Japon, il y a une règle assez bizarre qui interdit aux policiers de déranger les citoyens s'ils n'ont pas l'autorisation d'un supérieur ou s'ils ne sont pas témoins directement d'un crime ou d'une agression en cours. En gros, ils sont plantés là devant la porte, mais ils n'ont pas le droit de frapper. Cependant, les 2 policiers qui se trouvent donc face à cette porte remarquent quelqu'un dans l'appartement, alors qu'aucune lumière n'est visible. Ils appellent des renforts à 19h. Ils ont enfin l'autorisation d'intervenir un petit peu plus tard à 21h45. 7 autres officiers arrivent donc en renfort. Certains attendent en bas, d'autres frappent donc à la porte, c'est bon, ils ont l'autorisation. Un homme ouvre la porte, c'est Tatsuya Ishihashi, il est pieds nus, il a un sac à dos. Les policiers lui demandent de rester là, le temps d'inspecter la zone, mais Tatsuya s'échappe en courant, il s'enfuit littéralement sous les yeux des 2 policiers. Démarre alors l'une des fuites les plus humiliantes pour la police japonaise. Comme les policiers qui viennent de toquer à la porte n'ont pas de radio sur eux, ils ne peuvent pas prévenir les agents qui sont restés en bas de l'immeuble. Un des agents qui poursuit Tatsuya arrive à saisir son sac à dos, mais sans succès. Le sac à dos lui reste dans les mains. Tatsuya, lui, arrive à s'enfuir. Il s'échappe en zigzagant dans la rue. La police va perdre sa trace. N'oublions pas, encore une fois, je le répète, que c'est un grand sportif et qu'il est très agile. Les policiers fouillent alors l'appartement. L'appartement est en bazar, comme s'il y avait eu une lutte. Mais c'est sur le balcon qu'ils vont faire une impensable découverte. La baignoire de la salle de bain a été déplacée sur le balcon. Il y a une main qui sort d'un mélange de sable et de terre dans la baignoire. Il s'agit du corps de Lindsay qui a donc été enterré dans la baignoire, dans ce mélange,
Aspergée d'une substance habituellement utilisée pour compacter et décomposer les déchets, elle est ligotée, bâillonnée, avec des liens plastiques et des écharpes. Elle est nue. Sa tête a été rasée avec une lame de rasoir. Les images sont glaçantes, saisissantes. Des ecchymoses sur le haut de son corps prouvent qu'elle a été attaquée. Un coup sur le côté gauche de son visage est aussi remarqué. Lindsay a été étranglée, sa nuque a été brisée, ses affaires sont éparpillées dans la pièce. Elle a été en plus de ça violée. Dans l'appartement, on va faire aussi d'autres découvertes assez originales puisque des perruques de femmes sont retrouvées. Ça veut dire que Tatsuya a l'habitude de se déguiser en femme et si il sait se déguiser, il va être difficile à retrouver. Des portraits de Tatsuya travestis en femme sont alors rapidement placardés dans la ville puisque on a Tatsuya homme mais on peut avoir Tatsuya femme. Le Japon entier est sous le choc, l'Angleterre aussi. Une jeune femme étrangère assassinée avec une telle brutalité, le principal suspect volatilisé face à une police complètement démunie. Le père de Lindsay et le petit ami de sa fille, Ryan, donc, se rendent à Tokyo pour identifier officiellement son corps. Le père de Lindsay déclarera ceci: « Je ne me reposerai pas tant que le meurtrier ne sera pas attrapé. » Ryan, de son côté, vous l'imaginez aussi, est complètement dévasté. Il devait rejoindre Lindsay à l'été et peut-être s'installer avec elle à Tokyo. C'était en tout cas dans l'objectif, dans leur projet. La police japonaise lance une chasse à l'homme gigantesque et retrace la chronologie des événements pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est là qu'interviennent les images de vidéosurveillance. Lindsay et Tatsuya sont filmés par une caméra de vidéosurveillance le samedi 24 mars dans un café près de Tokyo. Cette vidéo est diffusée à de nombreuses reprises par les médias, le fameux rendez-vous du cours d'anglais. Le cours débute à 9h et dure environ 45 minutes. Le problème, c'est qu'à la fin de ce cours, Tatsuya va prétexter avoir oublié son porte-monnaie alors qu'il doit payer Lindsay pour ce cours. Il lui dit: « Écoute, mon porte-monnaie est chez moi, à mon appartement, j'habite pas très loin. Ce que je te propose, c'est que tu viens avec moi, on prend un taxi et je te paye une fois arrivé sur place. » Lindsay le suit, évidemment, elle veut être payée pour ce cours, c'est pour ça qu'elle est venue. Ils montent dans un taxi, le taxi parcourt une centaine de mètres, ils arrivent vers 10h à l'appartement de Tatsuya. Lindsay demande au taxi d'attendre un petit peu. Elle explique qu'elle n'en a pas pour longtemps, qu'elle va revenir. Le problème, c'est que 7 minutes plus tard, le taxi n'a pas attendu plus, personne ne revient, le chauffeur décide de partir. Lindsay est toujours à l'appartement. On devine à partir de là ce qui va se passer. La police découvre ensuite que Tatsuya est allé à plusieurs reprises, 6 fois précisément, dans un magasin acheter des sacs de sable et de terre. Il étudie le jardinage, donc il s'y connaît. De plus, les voisins vont indiquer que dans la nuit du 24 au 25, ils ont entendu des bruits comme des travaux dans l'appartement. Quelque chose en métal traîné à l'intérieur. La baignoire installée sur le balcon. C'est une véritable chasse à l'homme qui se lance, faut bien le comprendre. Il y a des centaines d'affiches qui sont placardées dans tout le pays, des émissions télé spéciales qui passent en boucle, on ne parle que de ça, et il y a des images prises dans l'ascenseur de l'immeuble quelques jours avant le meurtre qui sont diffusées pour montrer à quoi ressemble le suspect, c'est lui. Bien sûr, les médias s'interrogent. Puisqu'il y a des caméras, pourquoi aucune image de Lindsay ne ressort le jour de sa mort ? En fait, les médias japonais, les policiers japonais plutôt, ne font pas ressortir d'images où l'on voit Lindsay avec le principal suspect, avec ce Tatsuya dans son immeuble. On la voit que dans le café et c'est tout. Il y a de nombreux signalements qui sont faits au fur et à mesure que les mois passent, puisque le temps passe. On semble le voir un petit peu partout, dans un hôtel, près d'un hôpital, dans un métro. Le problème, c'est qu'il est introuvable. C'est pour ça qu'on va le surnommer le fantôme de Tokyo. Il va être insaisissable pendant, vous allez le voir, quasiment 2 ans. Et pendant ce temps-là, eh bien, la famille de Lindsay, qui elle est retournée en Angleterre, qui
tentent de se reconstruire sans que l'assassin de leur fille n'ait été trouvé, eux ne lâchent rien. Ils vont revenir au Japon plusieurs fois. Ils vont multiplier les appels à témoins, les émissions. À chaque fois, ils regardent la caméra droit dans les yeux, suppliant « Aidez-nous à trouver l'assassin de notre fille ». En novembre 2009, plus de 2 ans donc après le meurtre, l'affaire va rebondir. Un employé de clinique esthétique à Nagoya va remarquer un homme assez étrange venu faire une opération du visage. Lorsque les médias diffusent une nouvelle émission à ce moment-là sur ce fameux fugitif qui a tué cette Anglaise 2 ans plus tôt, l'employé va avoir un choc. Il va comprendre. Le patient, là, l'homme bizarre, c'est Tatsuya Ishihashi. Et les chirurgiens l'ont opéré d'ailleurs, sans se rendre compte à qui ils avaient affaire. L'employé va remettre la photo avec la nouvelle apparence de ce Tatsuya à la police. Il a affiné ses lèvres, il a relevé son nez. On a donc un autre visage à chercher. Le pays entier se remet à scruter les gares, les rues, les hôtels avec ce nouveau visage. Le 10 novembre 2009, Tatsuya Ishihashi est enfin repéré à Osaka, à 500 km de Tokyo, alors qu'il tente de monter à bord d'un ferry pour Okinawa. Sa fuite va s'arrêter là. Tatsuya Ishihashi a bien changé physiquement. Il raconte aux policiers que Lindsay est morte par accident, qu'elle est tombée et s'est cognée la tête. Et pris de panique, il a voulu simplement se débarrasser du corps. Mais il ne convainc pas du tout. Il va rester en prison pendant plusieurs mois dans l'attente de son procès. Dans un livre qu'il a écrit en prison intitulé « Jusqu'à l'arrestation », il décrit en fait comment il a échappé à la police. C'est dans ce livre qu'il donne beaucoup plus de détails. Il raconte qu'il a travaillé illégalement sur des chantiers, qu'il a vécu dans des refuges, qu'il a dormi dans la rue ou dans des love hotels pas chers, qu'il a beaucoup voyagé. D'Aomori, dans le nord du Japon, à Oa, une petite île subtropicale du sud, où il a vécu dans un bunker en béton de la Seconde Guerre mondiale. Il a mangé des fruits sauvages, du poisson, voire des serpents. Mais les enquêteurs ont du mal à croire à tout ça. Ils pensent que ses parents sont quand même derrière tout ça. Ils pensent que ses parents lui ont envoyé de l'argent chaque mois pour lui permettre de subsister pendant cette cavale. C'est forcé, c'est obligé. Dans son livre, il raconte qu'il a commencé lui-même à modifier son visage. Il s'est coupé la lèvre inférieure pour la rendre plus fine, puis il a retiré des grains de beauté distinctifs de son visage avec un couteau. Il s'est coupé les paupières. Puis ensuite, il y a cette fameuse opération de chirurgie. Comment l'a-t-il payé ? Ses parents, obligatoirement. Il pensait, après cette opération, pouvoir partir à Okinawa, peut-être ensuite à Taïwan, et commencer une nouvelle vie. Un film inspiré de son livre va même sortir au Japon en 2013. Tatsuya va proposer de verser tous les bénéfices du livre et du film à la famille de Lindsay, mais ils refusent, et ils ont raison, c'est grotesque. Les parents de Lindsay sont horrifiés. Ils sont horrifiés qu'il puisse publier un livre comme ça alors qu'il n'a même pas encore été jugé. En 2011, Tatsuya est enfin jugé. Au tribunal, il avoue qu'il a agressé sexuellement Lindsay dès qu'ils ont franchi la porte. Il va déclarer être responsable de sa mort. Il explique qu'il l'a étranglée pour l'empêcher de crier, mais qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, évidemment. Une défense qui a été rejetée par les juges et les jurés. Il a tenté à plusieurs reprises de s'excuser auprès des parents de Lindsay, mais ceux-ci ont toujours détourné la tête pour ne pas le voir, le monstre qui a tué leur fille. Les parents ont demandé à l'époque que le meurtrier de leur fille, c'est comme ça qu'ils l'appellent, soit condamné à la peine maximale pour ses crimes. Bien que le Japon ait la possibilité de condamner à mort, généralement c'est réservé aux tueurs en série, si bien que l'accusation va plutôt demander une peine à perpétuité. L'État en fait croit en sa réhabilitation sociale. Il a 32 ans, il y a encore une chance de réhabilitation. Le verdict tombe. Condamnation à la prison à perpétuité, mais avec possibilité de sortir après 10 ans. Pour la famille de Lindsay, aucune peine ne pourra jamais ramener leur fille. Cette affaire, vous le comprenez, a ébranlé la confiance du public dans la capacité de la police japonaise à arrêter les criminels. Elle a aussi mis en lumière les risques auxquels sont exposés les jeunes étrangers vivant seuls justement au Japon, même dans les pays réputés encore sûrs. Mais la tragédie, le souvenir de Lindsay Hawker continue de vivre dans les pensées. Ses parents, Bill et Julia Hawker, ont créé une fondation en son nom avec pour objectif de promouvoir la sécurité et l'éducation des femmes.
Elle offre des informations et des ressources précieuses pour aider les femmes à se protéger et à vivre en sécurité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Quand je pense que le mec a sorti un livre et j'ai regardé, je me suis renseigné, ce livre est toujours trouvable sur internet à des prix d'ailleurs exorbitants. C'est ça qui est assez hallucinant. Ça fait froid dans le dos, ça me répugne. Alors, je vous pose la question parce que, en vrai, il y a peut-être cette curiosité malsaine, il faut aussi l'admettre, de vouloir voir ce qu'il a écrit, voir comment il a vécu après ce meurtre, tout ce qu'il a dit dans ce livre. Moi, je vous l'avoue, hein, je n'achèterai pas son livre. Loin de moi cette idée. Mais peut-être que, et vous avez le droit de me le dire en commentaire, et surtout dites-moi pourquoi, même si vous ne le faites pas, pourquoi c'est quelque chose qui vous intéresserait. J'aimerais bien connaître la psychologie de tout ça. Voilà, moi je trouve ça dingue déjà qu'il y ait un livre qui soit en vente et surtout qu'après ça, il y a un film qui a été fait sur le livre parce que, faut pas se leurrer, hein, ils touchent de l'argent là-dessus. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va terminer cette vidéo comme on le fait régulièrement maintenant par vos commentaires sur la dernière vidéo qui a été diffusée au moment où j'enregistre celle-là. C'est le crime terrible de, Rhiannon Sky White. Vous vous souvenez? Ces images glaçantes dans l'hôtel où elle finit son travail, elle doit prendre le train, il fait nuit et elle est suivie par un homme qui loge à l'hôtel. Alors ça vous a beaucoup fait réagir cette vidéo. Je vais ressortir quelques commentaires. Il y a le, commentaire de Lily Rose qui me dit: «Les vidéos où il l'observe de loin sont glaçantes». C'est vrai que ces vidéos sont saisissantes. Il y a Love Nature qui me dit: «Le mec a un regard flippant, horrible». Ensuite, il y a Vanessa: «Je pense au pauvre petit qui a perdu sa maman. C'est absolument intolérable pour un enfant de perdre ses parents». Je suis totalement d'accord, surtout, dans ces circonstances. Malvina: «C'est horrible, cette personne porte le mal incarné, un diable humain. La façon dont il regarde cette pauvre dame». Voilà, bah, n'hésitez pas à réagir et je lirai, vos commentaires de cette vidéo dans une prochaine vidéo. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous en ce début d'année. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.